Bonjour, je suis Alexis Imeros et vous écoutez Un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Mes invités du jour sont deux artistes de 21 et 23 ans qui ont en commun le goût, la passion et la maîtrise d'un instrument aussi courant que fantastique, le piano. Mais ils ont également ceci de comparable, ils excellent en leur domaine. Mieux, ils font partie de l'élite des musiciens français catégorie poids-plume. Bien sûr, je ne fais pas allusion à leur masse musculaire, mais au fait qu'ils incarnent la relève tricolore des virtuoses dans le milieu de la musique classique. Certains lui préfèrent le terme de musique savante. Nous nous accorderons donc pour dire qu'ils pèsent dans le game de ceux pour qui forêt n'est pas seulement le bois où l'on se promène, Berlioz un personnage des Aristochats, Bellini un cocktail et pour qui Lily Boulanger n'a rien à voir avec la pâtisserie. Si ces pianistes d'exception ont poursuivi le cursus d'études musicales d'usage, tous deux passés par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, ils ont néanmoins chacun une approche personnelle et atypique de la musique. Le premier s'intéresse à la construction mathématique de la justesse jusqu'à la nature métaphysique du son. Le second loue la magie de son instrument et sa capacité de suggestion et d'illusion qu'il juge quasi infinie. L'un s'intéresse beaucoup au jazz ainsi qu'aux musiques indiennes de l'Asie du Sud-Est et l'autre aime travailler l'harmonie, conduire des orchestres et même composer. C'est à la faveur d'un festival normand de musique classique que la réunion de ces deux talents peut se réaliser. En effet, le festival de Pâques de Deauville, véritable résidence artistique, offre cette rencontre entre public et artistes depuis 1997. Ici se retrouvent les meilleurs musiciens de chambre de leur génération, choisis par leurs aînés présents au festival depuis son origine. Et si je rencontre aujourd'hui ces deux jeunes musiciens, c'est pour comprendre leur rapport à l'instrument, à la musique qu'ils font intensément vivre et à l'époque qu'ils traversent en héritier d'une très ancienne tradition artistique. C'est donc à la terrasse de l'hôtel du Golfe à Deauville que j'ai invité ces deux étoiles de l'instrument aux 88 touches pour prendre avec eux un café au comptoir. Bonjour Arthur Inwinkel et bonjour Gabriel Durlia. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui être pianiste de musique classique? Comment on le traduirait finalement? Alors c'est une question un peu complexe qui je pense doit être recontextualisée. Être pianiste classique aujourd'hui, déjà, comment vit la musique classique aujourd'hui? Quel est l'impact de la musique classique dans le monde d'aujourd'hui? Comment elle est acceptée par les différentes générations? Vous êtes en train de prendre toutes mes questions qui vont venir. Ah pardon. non, c'est très bien. Et en tout cas, défendre la musique classique, c'est quelque chose de très important pour nous. C'est extrêmement riche. Déjà pour nous. C'est un héritage. Alors c'est un héritage, oui. C'est un héritage parce qu'on a des professeurs qui sont issus de différentes écoles du piano, si écoles il y a encore. C'est une critique. Non, pas du tout. Au contraire, non, c'est quand école il y a encore peut-être. Quand école il y a encore, oui, pardon. Oui, parce qu'en fait, il y a une globalisation, une mondialisation de toutes les pédagogies qui font que l'école traditionnelle russe, l'école traditionnelle française se dissipe un petit peu. C'est une uniformisation en fait de peut-être comment un on petit peu, oui, peut-être un petit peu parce que piano. tous les savoirs se regroupent beaucoup plus rapidement. Et donc il y a moins de direction à sens unique vers une optique pianistique précise aujourd'hui en tout cas, et qui était beaucoup moins le cas. Je pense par exemple à Nadia Boulanger, à Samson François. Ça c'est des héritiers d'une tradition française avec une mécanique musculaire pianistique qui était vraiment propre à eux. Ce qu'il faut comprendre en fait, je me permets de vous couper, bien sûr. Mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que ce qu'on va appeler, oui, vous pouvez vous passer le micro. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que quand on interprète une œuvre du répertoire classique, il y a mille et une façons de l'interpréter. Là, ce n'est pas figé. Oui, absolument. Alors là, c'est pareil, c'est un très vaste sujet, la question de l'interprétation. Et d'ailleurs, vous parliez un peu votre question soulevait le sujet du rôle du musicien dans la cité, quelque part, vraiment comment on se place dans la société. Et ce qu'il faut voir, c'est que la musique a ceci de très particulier
que quelque part, à la fois, on pourrait tout à fait dire qu'on peut vivre sans nous, ok, on peut le dire comme ça, mais les œuvres ont besoin de nous pour exister, car les compositeurs ont écrit des partitions, c'est-à-dire c'est une feuille de papier avec des notes, des indications qui quelque part sont assez précises, ce qui fait qu'on peut aussi parler d'une forme d'objectivité de l'interprétation, mais disons, il faut l'incarner au sens premier et le plus noble du terme. Donc c'est ça, interpréter, c'est vraiment donner vie à la pensée des compositeurs qu'ils ont transcrite comme ils pouvaient, c'est-à-dire par ce médium qu'est la notation musicale. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a une forme d'objectivité parce que, voilà, quand il y a un tempo, il faut le respecter. Quand il faut jouer fort, il faut pas jouer piano, etc. Donc, il y a une forme d'objectivité. Mais on aborde cette objectivité avec notre subjectivité. Et notre subjectivité, elle vient de qui on est, de notre sensibilité, de notre époque, évidemment, des influences qu'on a eues, des professeurs qu'on a eus, des musiciens avec qui on travaille. Et donc, c'est ça qui fait l'intérêt, disons, qu'on soit aussi plein d'interprètes, disons, qui différentes manières d'interpréter différents styles. Et par exemple, on pourrait aussi se poser la question, pourquoi enregistrer une œuvre qui a déjà été enregistrée par Horowitz ou Rubinstein ? Eh bien, en fait, c'est parce que, quelque part, on met aussi quelque chose de nous, tout en cherchant en notre fort intérieur une forme évidemment de respect et de profonde authenticité par rapport à comment aujourd'hui on se définit en tant que pianiste de musique classique dans notre époque ? Est-ce que vous pensez que vous avez une singularité qui vous est propre par rapport à d'autres personnes qui ont joué avant, justement? Vous avez référence à Horowitz, par exemple, ou à Lily Boulanger. Oui, alors je me permettrai pas de me comparer à ces gens-là de toute façon, mais alors disons que les temps sont de plus en plus difficiles pour parler de manière très objective, c'est vrai. Et à la fois, je dois dire que je suis assez optimiste aussi sur l'avenir de la musique, notamment après la pandémie du Covid. On a vu que les gens avaient envie de ça, du spectacle vivant. Le spectacle vivant, je pense, ne mourra jamais. Je pense qu'on sera le dernier métier vraiment remplacé par l'intelligence artificielle, par exemple. Et donc je suis assez optimiste, et je dois dire aussi que vous disiez qu'avec Arthur, en effet, on s'intéresse à d'autres styles de musique, à même d'autres activités. Arthur fait du jazz, moi je fais de la direction d'orchestre, je compose. Et aussi, je me rends compte de ça, c'est qu'on est de moins en moins spécialisé aussi. On est une génération peut-être qui ose ouvrir les frontières, se diversifier, et je trouve que c'est plutôt positif. Est-ce qu'on peut être rock'n'roll et faire de la musique classique ? Je pose cette question également en pensant à il y a quelques années, il y avait Nigel Kennedy, violoniste, et qui avait une sorte de posture punk. Mais quel est votre avis en fait là-dessus, Arthur ? En fait, je pense que bien qu'on soit spécialisé dans une musique qui pourrait avoir une image vieillissante, même si je suis pas tout à fait d'accord avec ça. En fait, quand on est passionné de musique classique, on est passionné de musique. Passionné de musique, c'est passionné de musique telle qu'elle est, en fait. Et bien qu'on ait des préférences stylistiques, la musique reste la musique, et c'est juste un bonheur sensoriel que d'écouter la musique, quel que soit le style. J'ai par exemple, on a tous les deux un très bon ami qui s'appelle Maxime, qui joue aussi à Deauville, qui est un fan de métal. Personnellement, moi j'adore le jazz, j'adore la musique des années 80, 90, 70. On a plein de... Vous comprenez ces idées reçues du bon nombre de personnes du grand public qui se disent « Ah oui, c'est un autre monde qui nous est totalement impossible à pénétrer ». En fait, je pense que c'est peut-être lié à une idée reçue que la musique classique, parce qu'elle est affublée d'un qualificatif qui est le qualificatif savant, paraît inaccessible, alors que c'est pas du tout le cas. En fait, aller au cinéma peut paraître plus accessible. Néanmoins, beaucoup de musiques de films sont des musiques dites savantes ou classiques. Je sais pas, quand on peut se retrouver devant la télé et qu'une pub soit accompagnée par de la musique classique. En fait, la musique classique est beaucoup plus présente que ce qu'on croit.
et surtout elle est beaucoup plus accessible et facile d'écoute que ce qu'on croit aussi. Et est-ce que vous pensez que peut-être que certains tubes de la musique classique peuvent desservir finalement son entrée, son approche, sa découverte? Gabriel? Alors, moi, je le dirais pas forcément comme ça. Parce que certaines personnes peuvent avoir une réaction épidermique en se disant ah bah oui non moi j'ai entendu les 4 saisons, c'est bon. Voilà, mais justement le problème c'est peut-être qu'on associe Vivaldi qu'aux 4 saisons. C'est plutôt ça. C'est que finalement, en effet, c'est plutôt une question d'a priori, peut-être aussi une forme de cérémonial du concert classique qui fait peur et d'ailleurs qu'on cherche de plus en plus à disons cette pression. Moi, ça me gêne plus du tout que les gens applaudissent entre les mouvements ou des choses comme ça. Disons, c'est plutôt le cérémonial, je pense, qui fait peur parce que vous disiez, est-ce qu'on peut être musicien classique et rock'n'roll? Pour moi, oui, Beethoven est rock'n'roll, Mozart est rock'n'roll parce qu'il y a tous les éléments de la musique, il y a du rythme, il y a de la mélodie, il y a voilà. Donc en fait, c'est vrai qu'on ostracise un petit peu ça. Et je suis totalement d'accord avec Arthur. C'est de la musique comme il y a les mêmes ingrédients en fait que dans la chanson, que dans le jazz. C'est tout. C'est pas différent finalement. C'est juste pas différent. Et Arthur? Non, Gabriel a tout dit. En fait, je pense que si on enlève peut-être un petit peu cet a priori de musique savante, on peut, je vais paraphraser ce qu'a dit Gabriel, mais on peut vraiment accéder aux joies de la musique classique sans avoir fait une analyse poussée de l'œuvre qu'on écoute, sans avoir fait des études de formation musicale. En fait, il y a énormément de choses qui sont appréciables sans être profondément savant. Moi-même, j'ai plein de, il y a plein de choses que je ne sais pas en musique classique et il y a plein d'œuvres que je n'ai pas analysées et pour autant je prends plaisir à aller au concert et à côté une symphonie, telle ou telle symphonie, tel ou tel compositeur et d'autres spectateurs, d'autres auditeurs vont aussi ressentir des choses qui sont pas forcément explicables et surtout sur lesquelles ils ne peuvent pas poser une analyse théorique et c'est pas grave du tout en fait, c'est même pas forcément le but recherché. Quand Schubert a écrit une symphonie, il s'est pas dit j'espère que tous mes auditeurs vont faire une analyse et comprendre la dimension et la profondeur de chaque mouvement. Là nous sommes au festival de Pâques à Deauville. Hier Arthur vous interprétiez une œuvre qui est la Truite de Schubert et vous exprimiez physiquement un plaisir intense à jouer. Vous chantiez même. Oui, en fait c'est chantier pour vous, j'entends. C'est évidemment pas voulu et Schubert n'a pas écrit n'a pas écrit une partie de chanteur sur cette truite, mais c'est vrai que ça m'arrive de chanter. En fait, c'est la manière dont je me suis expliqué l'origine de ce besoin de chanter. En fait, c'est que tout part plus ou moins d'un chant intérieur, d'un désir musical intérieur. Et en fait, ce désir part de l'intérieur pour ressortir au niveau des doigts, au niveau des touches, au niveau des cordes et de manière sonore. Et vous chantez ce que vous jouez? Plus ou moins, ouais. Enfin, en tout cas, c'est jamais déconnecté de ce que je suis en train de faire. Et en fait, le désir musical parfois est très très fort et il veut sortir à tout prix et donc il a aussi l'habitude de sortir par les cordes vocales naturellement et donc ça veut sortir un peu de partout, donc ça sort aussi un petit peu par là. En tout cas, c'est une discussion que j'ai eue avec une professeure qu'on a eue en commun avec Gabriel et on est plus ou moins arrivé à cette hypothèse là. Mais en tout cas, à part ça, vous avez quelque chose en commun avec Eddie Van Halen, que j'ai rencontré, du groupe donc Van Halen, guitariste de métal très connu, qui a fait également, qui a joué sur Beat It de Michael Jackson et qui me racontait un jour en fait qu'il se chantait ce qu'il était en train d'improviser. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est un petit peu ça, mais en fait c'est la traduction d'un chant intérieur, mais ce chant intérieur tout le monde l'a en fait. C'est vrai que ça peut attirer l'attention l'attention auditive quand on entend quelqu'un un petit peu fredonner quand il joue, mais c'est très peu à côté de ce qu'on veut réellement exprimer, c'est-à-dire la traduction du chant intérieur avec le piano, notre instrument en tout cas. Et j'avais une question alors pour tous les deux, mais peut-être Gabriel pouvait répondre en premier. Est-ce qu'il y a des œuvres qui vous rendent tristes en particulier ou certaines qui vous rendent joyeuses?
Et également, dernière question, est-ce qu'il y a des œuvres que vous n'avez pas envie d'affronter ? Je dirais que... Alors... oui, disons les œuvres des grands compositeurs nous touchent énormément. Et d'ailleurs, je repensais à cette histoire de chant intérieur, c'est qu'en fait, on se retrouve des fois à faire des mimiques, à chanter, mais c'est totalement inconscient parce qu'on se sent transcendé par les œuvres. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il y a un moment, on est presque, on se sent porté par le compositeur. Et c'est ça qui est très mystérieux parce que on a vraiment face à nous, et c'est ça qu'il faut voir, on a un bout de papier, on a une partition, et pourtant on sent très très profondément ce qu'a voulu Schubert, ce qu'a voulu Beethoven, ce qu'a voulu Greff hier. Et ça, c'est très mystérieux et c'est un immense plaisir. Alors, moi, je dirais que il y a des œuvres qui font peur, mais de plus en plus, je me dis que ces œuvres-là, il faut oser les affronter. Surtout quand il s'agit de chefs-d'œuvre, il faut pas en avoir peur parce que nous, on en a besoin en tant que musiciens comme nourriture, j'allais presque dire spirituelle. Et puis, il faut les faire entendre, il faut oser s'y coller. Donc, non, je crois pas que j'ai vraiment d'œuvres comme ça, tabou, que j'ose pas vraiment aborder. Et une œuvre qui vous fait réellement plaisir, si vous avez un exemple ? Il y en a énormément. Je dois dire que je me rends compte que tous les jours, je joue toujours du Bach. Je me rends compte que je ne peux pas passer une journée sans jouer. Et là, c'est vraiment pour moi. C'est pas une histoire de jouer en public. Bach est, pour beaucoup de musiciens d'ailleurs, c'est ce côté un peu hygiène de vie. Il revient très très souvent. Arthur, même question. Oui, alors tout d'abord je rejoins Gabriel pour Bach. Bach a presque un côté, si je pousse un petit peu le bouchon trop loin, ça a presque un côté médical. Je sais que par exemple quand je suis malade et je suis incapable de jouer quoi que ce soit, je peux quand même jouer du Bach. C'est une hygiène en termes de sensations physiques, c'est une hygiène mentale, c'est un espèce d'aboutissement d'écriture vraiment extraordinaire. Sinon comme pièce, en fait c'est assez rigolo, j'en ai discuté il y a pas très longtemps avec un ami. Il y a des pièces qui nous paraissent insurmontables, mais en fait ces pièces souvent nous paraissent insurmontables parce qu'on nous a dit qu'elles étaient insurmontables. C'est le mythe. C'est un peu ça. Je sais que j'avais travaillé une œuvre par erreur. En fait, mon ancienne professeure m'avait demandé de travailler la fantaisie de Schumann, et j'avais acheté pendant la semaine d'après la partition, et en fait j'avais pris la Wanderer Fantasy de Schubert. J'avais confondu Schumann et Schubert. Ça commence pareil, ça finit pas de la même façon. Exactement. Et l'œuvre également, j'imagine. Et les deux sont très difficiles, mais il s'avère que la Wanderer Fantasy de Schubert, c'est un sommet de difficulté. C'est vraiment très très dur. Et donc je l'avais travaillé. Et la manière dont ma professeure m'en avait parlé, c'était pas tu vas commencer une œuvre absolument inexploitable pour tes possibilités techniques. Donc en fait je l'avais travaillé, et j'avais ramené la semaine d'après le peu que j'avais réussi à monter. Et elle a dit mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Pourquoi tu travailles ça? Et je m'étais pas rendu compte, mais en tout cas j'avais continué. J'ai switché, j'ai fait j'ai travaillé l'autre fantaisie, mais j'ai continué à la garder celle-là. Et en fait j'avais pas encore cet a priori ou ce contexte inhibant dans lequel on peut être parce que d'autres personnes nous disent que c'est vraiment très très dur. Et donc en fait j'avais continué à la travailler, et je m'étais rendu compte en ayant fini de la travailler que c'était pas du tout impossible en fait. Même si c'est plutôt difficile. Je pense à certains concerti. Quand on est petit, on nous apprend que le 3e concerto de Rachmaninoff est injouable. Alors c'est vrai qu'il est extrêmement dur, mais en fait c'est jouable. D'autres l'ont fait, et c'est pas impossible du tout. En fait, et c'est même un plaisir. Il y a un côté, personnellement en tout cas, où j'ai l'impression je suis un peu honoré de me casser les dents sur les mêmes difficultés que des très grands pianistes en fait. Il y a un côté un peu jubilatoire, on travaille, on est dans l'artisanat, et de rater encore et encore, comme d'autres l'ont fait, on se prend un peu au jeu quoi. Donc je vois très bien. J'aime bien, oui. Je vais vous proposer un vrai ou faux. Un café au comptoir. Vrai ou faux, Gabriel? Vous avez commencé le piano en autodidacte. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En fait, je suis arrivé par la musique. Je viens pas d'une famille de musiciens, et vraiment par l'improvisation, en rejoignant d'oreille
ce que j'entendais, avec ce désir, voilà, de composer, aussi ce désir de l'orchestre, c'est-à-dire ensuite qui m'a amené vers la direction plus tard. Et je pense que j'ai gardé un petit peu ce rapport, j'allais dire un peu naïf à la musique. C'est-à-dire que j'aime la musique, donc je fais comme je peux. Ensuite, mes professeurs me corrigent, me donnent les outils pour mieux faire, Et vous pour mieux définissez réaliser. comme amateur, mais c'est au terme noble de la Amateur, chose. amateur, celui qui aime la musique en Voilà. fait. Voilà, j'aime la musique. Il se trouve que j'ai cette chance immense qu'en plus ce soit mon métier. Et ben j'en suis très content. Mais avant tout, je suis un amateur, un amateur de musique. Vrai ou faux, Arthur, vous créez des projets avec des danseurs. Oui, en fait, ça vient du conservatoire dans lequel j'étais. Alors il y a le conservatoire, il y a des logements aussi. Il y a des logements pour majeurs et il y a des logements pour mineurs. Et je suis rentré avant 18 ans. Et donc il y a des musiciens qui rentrent avant 18 ans, mais il y a surtout beaucoup de danseurs en fait qui rentrent à un âge plus tôt parce que leur formation au CNSM commence plus tôt. Et donc en fait on était 5 musiciens pour 30 danseurs, et donc je me suis lié d'amitié avec plein de danseurs et on a créé des projets en commun. Ça a juste commencé parce que j'étais curieux en fait de cette discipline que je connaissais pas du tout, parce que c'était pas du tout mélangé dans mon ancien conservatoire, et donc j'ai commencé à regarder des cours, et puis ensuite voilà on a fait des projets on a mélangé des compositeurs et des styles de danse. Je sais j'avais fait une fois des scènes d'enfants de Schumann avec du contemporain. J'avais fait Parce que tout est très perméable finalement. Oui, c'est ça. En fait, quel que soit le style de musique ou de danse, en fait, ça peut s'associer si on trouve les bons canaux de communication. Et c'est ça qui est assez intéressant, je trouve. Peut-être un truc à développer ici un jour au Festival de Pâques. Oui, sait. peut-être. Pourquoi Qui pas. sait. Ouais. Pourquoi J'ai un vrai ou faux pour tous les deux. Arthur et Gabriel, vrai ou faux, être pianiste, c'est être un sportif de haut niveau. Partiellement vrai. Alors non, dans la mesure où on ne fait pas de la performance, je veux dire ce n'est pas le but, et ça c'est cette phrase un peu galvaudée, mais on peut faire toutes les notes et être totalement dans le faux et n'avoir fait aucune bonne note, ou alors on peut aussi dire qu'on peut appuyer sur la bonne touche et faire une fausse note. Mais disons quand même, comme on fait de l'artisanat, on réalise la musique, on réalise le texte, il faut aussi être dans une certaine forme physique. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas négliger l'aspect de préparation physique et mentale. Donc oui, je pense que notre préparation, la préparation pour l'interprétation à haut niveau est comparable à celle d'un sportif de haut niveau, je pense. Arthur, Complètement d'accord avec Gabriel. Voilà. Non, vraiment, c'est. vous avez une hygiène, j'imagine, de vie, une hygiène de travail qui est... Oui, Important. c'est vrai que ça reste assez souple. Enfin, on n'a pas d'horaires de bureau, mais c'est vrai qu'on on doit avoir un minimum d'hygiène de vie quand même. Mais non, c'est vrai qu'il y a forcément une part d'effort physique. C'est quoi votre discipline de chaque jour ? J'en ai pas de fixe, mais Vous n'avez pas de telle heure à telle heure, vous travaillez ou... Non, je sais que j'aime bien travailler le soir, tard, mais sinon, non, ça reste assez souple, mais on peut pas évidemment faire la fête tous les week-ends ou... Hier, on a eu l'opportunité d'écouter une œuvre d'Olivier Griff qui est aux antipodes vraiment de la truite de Schubert. Comment vous la définiriez, cette œuvre ? Alors, c'est la dernière œuvre de Greff qui est mort maintenant il y a 25 ans, prématurément. Et c'est une œuvre vraiment totalement crépusculaire. Et je trouvais que finalement, c'était assez intéressant de la faire entendre après la truite, qui est cette chose merveilleuse de charme vraiment schubertienne, viennoise. Alors que Greff, c'est vraiment une vision de la musique très, très sombre finalement, mais avec cette lumière qui lui est si propre. Et je trouvais que c'était vraiment très touchant, d'ailleurs de la jouer en présence de son frère qui était là hier. Et finalement, je trouvais par l'opposition le fait d'associer ces deux œuvres très, très intéressantes. Qu'est-ce que vous auriez fait, Arthur, si vous aviez eu une toute autre carrière ? Alors quand j'étais petit, je voulais être conducteur de train. J'aime toujours les trains, mais j'aimais beaucoup ça. Et en fait, j'étais allé chez l'ophtalmo, il me semble,
Ouais, j'étais allé chez l'ophtalmo et donc je lui avais parlé de ça. Et il m'a dit qu'il était désolé mais que je pouvais pas parce que j'étais daltonien. Bah finalement c'est très bien, pianiste. Oui, parce que les touches sont de blanche et noir donc je risque pas de les confondre. Mais enfin j'avais quand même toujours ce souhait aussi de faire de la musique et particulièrement du piano depuis tout petit. Mais oui, j'avais aussi un petit peu cette bifurcation. Gabriel? À vrai dire, je m'imagine mal faire autre chose que de la musique, car elle a toujours été présente et je vois pas vraiment comment je pourrais m'en passer. Si je remonte à mes années de collège, il y a un moment, j'aurais bien voulu être diplomate. Alors, c'est peut-être signe d'un certain intérêt pour le discours, qui est d'ailleurs présent dans la musique, la rhétorique, qu'elle soit littéraire ou musicale, c'est vrai, m'intéresse. Donc, mais je ne regrette pas du tout, finalement, pour la paix dans le monde, d'avoir choisi d'être pianiste. On va finir ce podcast avec le quiz habituel qui traite à la fois du monde de la boisson, du café, et puis évidemment ce qui vous concerne tout à fait, c'est-à-dire le monde de la musique. Alors Gabriel, qu'est-ce qu'un pianoctel ? Alors le pianoctel, si je ne dis pas de bêtises, c'est une invention de Boris Vian, et je crois même qu'il y a un prototype qui existe, que j'avais vu dans une émission de Jean-François Zigel, et ce qui est certain en tout cas, c'est que j'aimerais beaucoup avoir un pianoctel chez moi. Dans L'écume des jours, publié en 1947, Boris Vian fait de Colin, un des personnages principaux, l'inventeur du pianoctel, qui est un instrument bien particulier. C'est un piano un peu spécial qui permet de composer un cocktail en jouant une mélodie ou encore de boire son morceau préféré. Attention, deuxième question, qui a écrit la cantate du café ? Alors, qui a écrit la cantate du café ? C'est Jean-Sébastien Bach qui l'a écrite. Je ne sais plus quelle date, mais il l'a écrite et ça a été joué dans une maison de café. C'était la maison du café de Zimmermann. Et chaque semaine, il y avait de la musique qui était jouée. Donc, c'est une cantate profane de Jean-Sébastien Bach. Ah, on voit qu'il y a du niveau là. On voit qu'il y a du niveau. Alors, la cantate du café est également connue sous le nom de Zweit Stille Plaudert nicht, il faut pas m'en vouloir pour la prononciation, ça veut dire « taisez-vous, ne bavardez pas », c'est une cantate comique écrite par Jean-Sébastien Bach, composée en 1732 et destinée à être interprétée dans les cafés de Leipzig, où les gens se réunissent pour socialiser et se divertir. Et est-ce qu'il y en a un de vous deux qui peut me dire quel compositeur et pianiste très célèbre avait installé une machine à café dans sa chambre pour en prendre à toute heure du jour ou de la nuit? Alors, j'ignore complètement quel est ce compositeur, mais je pense qu'il a été très clairvoyant, car en effet, quand on est musicien, on a beaucoup de deadlines, d'échéances rapprochées, donc ça peut être très utile d'avoir une machine à café pas très loin. C'est Franz Liszt, célèbre compositeur et pianiste du 19e siècle, qui était réputé pour sa passion pour le café. Il était connu pour sa pratique intensive et ses longues sessions de composition, et il utilisait le café pour rester éveillé et concentré pendant de longues heures. Je vous laisse partir car je sais que vous avez une répétition pour ce festival de Pâques. Je vous remercie beaucoup Arthur et Gabriel. Merci beaucoup de votre invitation. Au revoir. Merci beaucoup et au revoir. Vous avez écouté Un café au comptoir. Petit mot habituel de chaque fin de podcast, allez sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles, c'est encore mieux. Et puis surtout, laissez-nous un petit mot pour expliquer comment c'était bien ce podcast, comment vous l'avez aimé. Vous mettez n'importe quel pseudo, on s'en fout. En tout cas, nous, ça nous offre de la visibilité. Allez partager ce podcast avec vos amis, vos collègues, votre famille, allez, qui vous voulez. En tout cas, merci d'être ici et à très 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 bientôt pour un nouveau café.